Ce n'est ni un PFAS, polluant éternel, ni un pesticide. Dans la grande famille des substances largement controversées qui finissent dans nos assiettes, mais aussi dans l'air que nous respirons, je demande cette fois le cadmium. Un métal lourd et toxique que l'on retrouve massivement dans les engrais français phosphatés qui abondent les sols cultivables de notre agriculture conventionnelle avant qu'ils n'imprègnent le pain, les céréales, les pâtes, les pommes de terre ou encore les légumes que nous mangeons. Dans le viseur des autorités sanitaires depuis de nombreuses années, le cadmium, qui expose toujours plus la population française au fil des ans, et particulièrement ses enfants, défraie aujourd'hui la chronique sanitaire sous l'impulsion de lanceurs d'alerte. Parmi eux figure l'invité de cet épisode d'Inspirons, le docteur Pierre Souvet. Cardiologue et président de l'association Santé Environnement France, il est par ailleurs membre d'un groupement de syndicats de médecins, la Confédération des URPS Médecins Libéraux. Ensemble, ils sont à l'origine d'une lettre adressée au gouvernement début juin pour dénoncer l'impact, je cite, de cette bombe sanitaire qu'est le cadmium sur la population française. Vous écoutez Inspirons, le podcast Air, Climat, Énergie d'Atmosud. Bonjour Pierre Souvet. Oui, bonjour. Bienvenue dans cet épisode d'Inspirons. Merci d'avoir accepté de venir décrypter avec nous les nombreux enjeux sanitaires liés à cette substance toxique, le cadmium. Porté à la une de nombreux médias en ce moment du fait du courrier que vous avez coécrit avec la Confédération des URPS Médecins Libéraux en début de mois à destination du gouvernement. Alors Pierre, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de cadmium ? Alors le cadmium, c'est un métal lourd dont notre corps n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il ne peut provoquer que des ennuis à l'intérieur de notre corps et normalement on ne devrait pas en avoir. Et donc il est présent dans le tabac. Donc il ne faut pas oublier ça, évidemment, les gens qui fument ont plus de cadmium que ceux qui ne fument pas. C'est un combat des cardiologues depuis longtemps. En fait, le tabac, c'est quoi en fait ? C'est des polluants chimiques, c'est du cadmium, c'est des hydrocarbures aromatiques qui sont cancérigènes, c'est des particules. En fait, c'est un condensé des facteurs environnementaux toxiques, pollution chimique, pollution de l'air. Et donc ce cadmium, en fait, puisqu'il n'y a pas eu de flambée du tabagisme en France, eh bien, est dû à un apport alimentaire excessif, puisqu'entre deux études, Nutrition Santé et l'étude Esteban de Santé publique France, qui a eu 10 ans d'écart, la contamination des Français a doublé en moyenne. Et pour la première fois, dans la deuxième étude Esteban, sur une population 2014-2016, on a dosé les enfants. Et on s'aperçoit que ces enfants, notamment les 6-10 ans, sont très contaminés, plus que la moyenne des adultes 10 ans avant, plus que les 11-15 ans, plus que les 15-18 ans. Évidemment, on peut pas dire c'est le tabac, les enfants de 6 à 10 ans sont mis à fumer, à manger des coquillages, parce que les coquillages concentrent à peu près tous les toxiques qu'il y a dans l'eau. Donc c'est vraiment un apport alimentaire de l'alimentation de tous les jours qui a fait cette augmentation. Vous parliez en fait de volumes de concentration qui ont presque doublé. Je voyais c'était 0,29 microgrammes par gramme. On est passé à 0,57 microgrammes par gramme en l'espace de même pas 10 ans, en fait. Oui, c'est assez ahurissant. Il y avait un autre élément à l'intérieur de cette étude, c'est la surcontamination des femmes. Nettement plus, 30-40% que les hommes. Alors, vous me posez la question, mais pourquoi ? Mais je vous pose la question, pourquoi oui. Dans l'intestin, il y a des protéines qui transportent les métaux, qui font rentrer les métaux que vous mangez dans l'organisme, qui passent la barrière intestinale. Et il y a des métaux très utiles, le fer par exemple, le calcium, le zinc. Malheureusement, quand vous manquez de fer, eh bien le cadmium qui est, hélas là aussi, va se mettre sur ce transporteur et va rentrer beaucoup plus, jusqu'à 4 fois plus, va pénétrer. Or, les femmes en âge de procréer qui ont donc toujours leurs règles, souvent on estime à 25% des femmes en France qui ont des carences en fer. Et donc, du coup, à cause de cette carence en fer, c'est le cadmium qui vient faire le mariole, là, et qui prend la place, et les femmes sont beaucoup plus contaminées que les hommes. Et donc, la lutte contre les carences en fer chez les femmes, même légère, il ne faut pas attendre l'anémie. Bien sûr. Même légère, c'est vraiment une priorité pour limiter la contamination au cadmium. Donc, les femmes qui peuvent être carencées en fer, parmi les populations à cible, on a cité aussi les enfants. Et puis, il y a notamment aussi les femmes ménopausées ou préménopausées, puisque un des effets délétères qu'on observe sur la santé du cadmium, c'est l'augmentation des cancers et notamment du pancréas, mais aussi des problèmes osseux, si je ne m'abuse, et des problèmes rénaux.
Et je parlais des femmes ménopausées parce que se pose la question parfois de l'ostéoporose et des troubles associés. Au départ, on croyait que les premiers signes, c'était les signes osseux. Ça doublait le risque d'ostéoporose chez les femmes ménopausées, en effet, à partir de une dose de 0,5, qu'atteint 47% des Français déjà. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, les risques cardiovasculaires, notamment, étaient extrêmement importants jusqu'à cette dose. En fait, il n'y avait pas de dose en dessous duquel il n'y avait pas une toxicité. Pour les cancers, donc bien sûr, un cancer, c'est pas qu'un produit. Il faut pas dire que c'est que le cadmium qui va vous donner un cancer. On est bien d'accord. Non, c'est l'ensemble des expositions dans le domaine de l'exposome, quoi. Mais c'est un des facteurs de risque. Alors pas que du pancréas, du rein aussi, puisque il a la méchanceté de se stocker dans notre corps, dans notre foie puis dans notre rein et d'y rester des dizaines d'années. On l'élimine pas. C'est pour ça que tout au long de la vie, il ne fait que monter. Donc des cancers, des maladies cardiovasculaires, des troubles osseux, des troubles donc rénaux, puisque outre les risques de cancer du rein, en France on est 8e au monde pour le cancer du rein et 3/4e pour le cancer du pancréas au monde. Il y a l'Uruguay et la Hongrie qui sont devant nous. Et des troubles de fertilité. Là aussi, on pensait que c'était que la fertilité masculine. Ça diminue les spermatozoïdes, la testostérone. Ça empêche même l'enzyme qui permet au spermatozoïde de rentrer dans l'ovule. Ça l'inhibe. Donc le spermatozoïde, même s'il est là en bonne santé, il peut pas rentrer dans l'ovule. Mais maintenant, on s'aperçoit, et les études ont montré que ça altérait aussi les ovules, la fertilité féminine, ça oxyde les ovules, ça facilite sa destruction. Donc c'est tout un ensemble de pathologies. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement diffus et il y a une telle explosion de la contamination des Français par, bien sûr, on le compare aux autres pays qui, eux, n'augmentent pas vraiment. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la contamination a baissé. Pas pour un même individu, mais pour des individus d'une tranche d'âge, parce que ils n'avaient pas du cadmium vraiment dans les aliments. Bon, il y en a toujours un peu, mais dans les bouts d'épuration qu'ils épandaient dans les champs, parce que c'était près de sites industriels. Et donc, en vraiment beaucoup mieux gérer les rejets de cadmium dans ces bouts qui allaient en fait dans le champ et qui remontaient dans la plante, eh bien, ils ont réussi à faire baisser la contamination des Américains nettement, même chez les tabagiques. Et donc, c'est pas inéluctable de la voir comme chez nous augmenter sans arrêt, si on prend les bonnes dispositions. Ça met à jour aussi que l'exposition au cadmium, on y est de deux manières. D'une part, si on habite ou on fréquente des sites où cette substance toxique est effectivement rejetée. Donc on pense évidemment aux sites industriels, mais aussi je sais qu'en région sud, et ça c'est les études d'Atmosud qui les montraient, les axes routiers sont extrêmement générateurs de cadmium. Et puis après, il y a effectivement cette exposition quotidienne à laquelle on est soumis par nos modes de consommation et notamment notre alimentation. Alors, pour comprendre en fait pourquoi les Français sont plus exposés justement que les Américains ou que les Allemands, comme on a pu le souligner dans l'alimentation, il faut revenir sur le pays par lequel en fait on se fournit en cadmium pour les placer dans nos engrais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Donc, il y a trop de stocks de cadmium dans le sol français. Alors, on ne sait pas territorialement là où il y en a le plus. En fait, c'est pas extrêmement clair. Et ça vient donc de ces engrais plus ou moins riches en cadmium. Donc, nous, on achète un pays préférentiellement qui est le Maroc. C'est très bien, mais il y a des pays, c'est encore plus. Ils ont encore plus de cadmium dans leurs engrais. Ils respectaient les normes. Il n'y avait pas de problème, mais c'est trop pour les sols français. Et donc, ça remonte dans la plante et ça contamine en fait des aliments courants comme les céréales et les dérivés de céréales, les pains et ses dérivés, les pommes de terre et ses dérivés. Dans les légumes, on a surtout les champignons, les épinards, mais évidemment, on mange moins souvent d'épinards que du pain ou des céréales. Puis il y a les très très gros contributeurs, mais qu'on mange peu, c'est les abats, évidemment, parce que c'est les reins et les foies, là où ils s'accumulent. C'est les coquillages, on en a parlé, c'est les biscuits salés et sucrés, là aussi, il faut être très raisonnable. Et on revient toujours à ces céréales. Ce stock est là, il ne peut que sortir dans les plantes. Alors l'Agence sanitaire nationale avait dit qu'il fallait baisser jusqu'à 20 mg par kilo d'engrais le taux de cadmium maximum pour stabiliser cette contamination. Alors nous nous alignons, nous souhaitons que ce taux proposé par notre agence sanitaire française soit l'objectif. C'est qu'il nous faut moins de cadmium pour stabiliser la contamination. Elle ne baissera pas avant plusieurs dizaines d'années et donc il faut donc des mesures personnelles pour éviter de manger, donc de fumer, on est bien d'accord, de manger les aliments susceptibles d'en contenir le plus, on l'a vu, pour lutter contre la carence en fer, lutter contre la carence en zinc, pour limiter la contamination. Parce que un enfant qui part avec un taux déjà très élevé, si on suit les courbes actuelles d'évolution, ils vont avoir des taux déraisonnables dans 10, 20, 30 ans. Et donc s'exposeront, comme les adultes s'exposent déjà, à des risques de pathologie. Ça n'est pas possible de ne pas agir, à la fois en informant les populations et en donnant les bons conseils, mais aussi au niveau gouvernemental, en limitant sur le moyen long terme cette contamination.
Alors, ce que vous avez revendiqué, entre guillemets, à travers ce courrier auprès du gouvernement, c'était notamment de s'aligner enfin sur les valeurs qui étaient préconisées par l'ANSES, l'Agence française de la santé, mais aussi par l'Europe, et que ces valeurs, en fait, limites, soient incluses dans le droit français, ce qui n'était pas encore fait avant. Ça faisait partie de vos revendications aussi Oui, alors on a demandé où en était le décret qui devait s'aligner sur ces fameux 20 mg kilo. Il y avait un agenda qui était prévu. Et donc, il y a eu, en fin 2023, une consultation publique, comme avant tout décret, qui devait aboutir début 2024, vous voyez, donc il y a plus d'un an, sur ce décret. Il n'a jamais vu le jour. Et donc, notre question, c'était, voilà, ben, où ça en est, puisque ça fait plus d'un an que ça aurait dû sortir. Et bien sûr, en soutenant l'alignement sur ces valeurs qui permettront de stabiliser dans nos sols la contamination au cadmium dans nos sols, c'est-à-dire après dans les aliments qu'on mange, et c'est-à-dire après dans notre corps. Bon, en tout cas, cette lettre a eu un impact, puisque suite à ça, bien, le gouvernement a annoncé que le dépistage au cadmium serait effectif dans les cabinets de médecins des villes à compter de l'automne, gratuitement, alors que c'est déjà le cas dans les hôpitaux. Il s'est saisi aussi d'une grande enquête nationale qui s'appelle Alban. Le cadmium, on en parle beaucoup de par cette imprégnation de nos aliments qu'on consomme tous les jours. Là où on en parle moins, et finalement c'est un petit peu le domaine aussi d'Atmos Sud, c'est dans l'air. Alors justement, quels sont en fait les principaux facteurs de contamination? Il y a bien sûr l'ingestion, il y a la respiration. Dans quelle proportion? Est-ce que c'est exactement la même chose? Non, il y a 3 facteurs. Il y a la pénétration cutanée. D'ailleurs, la contamination au cadmium a été découverte donc dans les pays asiatiques par des champs de riz qui étaient contaminés par des eaux, contaminés par un problème industriel dans les eaux. Et la pénétration est très très élevée cutanée et ces gens avaient des douleurs osseuses, des fractures osseuses et on a appelé ça la maladie Itaï, ils prononçaient aïe parce qu'ils avaient des douleurs partout. Bien sûr, en France, c'est pas le cas. Il y a la contamination alimentaire. Normalement, je vous l'ai dit, dans l'intestin, c'est que 5% de pénétration du cadmium, qui peut passer à 20% chez les femmes qui ont des carences en fer, et par voie respiratoire. Et là, la pénétration est 50%. Et donc, bien sûr, dans les sites industriels, donc notamment la métallurgie, il y a des rejets de cadmium. Donc, sur les tanks Bayer, ils ont baissé, ils étaient de près d'une tonne. J'ai vu quelques chiffres, ils sont à peu près à 500 kilos. Mais le problème, c'est que comme le cadmium s'accumule dans votre corps, même si vous l'avez respiré en plus grande quantité il y a 20 ans, ben, vous l'avez dans votre corps. C'est cette double exposition à la fois alimentaire comme tous les Français et en zone polluée par l'air. On n'a pas de chiffres sur ces populations de dosage de la cadmiurie pour savoir la différence d'imprégnation par rapport donc à ceux qui ne sont pas exposés à ces fumées contenant ce toxique. Même pour les gens qui travaillent directement sur ces sites, les plus exposés finalement. Oui, les gens ou ceux qui sont sur le panache des fumées, parce que c'est bien eux, en fonction de la rose des vents, qui vont être exposés. On n'a pas d'éléments spécifiques sur les habitants de ces zones, et bien sûr, nous aimerions les avoir, là aussi, pour mettre des stratégies de dépistage, parce que certains cancers, notamment le poumon, et bien donc, ça permettrait d'engager une dépistage pour prendre le plus tôt possible, et pour donner les meilleures chances, que ce soit pour le poumon, qui est quand même le plus agressif en termes de mortalité en France, Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui justement pour obtenir ces données d'impact? Il faut un accès à ce dosage. Il faut d'abord que tous les médecins soient au courant, parce que là, je viens de recevoir un mail, un papa me dit, j'ai eu un accueil froid de mon médecin. Il faut former les médecins. C'est le rôle donc de la Commission nationale des unions de médecins. C'est arriver à former tous les médecins pour un sujet qu'ils connaissent mal, qu'ils connaissent mal, malgré les 16 500 études qu'il y a sur la Bibliothèque mondiale médicale. Mais les facteurs environnementaux, globalement, les professionnels de santé n'ont pas été sensibilisés. La pollution de l'air, là, ça commence quand même. Les pollutions aux perturbateurs endocriniens, là, ça commence aussi. Mais il y a vraiment un effort à faire pour que tous les médecins soient parfaitement au courant de l'ensemble des facteurs de risque. Voilà. Nous, on va préparer des stratégies d'action en fonction des dosages pour les aider donc à mieux contrôler les potentielles pathologies qui apparaîtront. On a tout intérêt en fait à explorer cette voie d'exposition aussi du cadmium. Oui, alors dans les sites pollués, bien sûr, il est une évidence que on n'a pas de chiffres, mais que a priori ils sont doublement à risque. Donc c'est une population qu'il faut particulièrement surveiller. Bon, la population française dans son entier vu les chiffres, mais il faut avoir un œil très très vigilant sur ces populations
potentiellement exposés par l'air également. Alors justement, est-ce que les avancées obtenues suite à ce courrier que vous avez envoyé au gouvernement vous satisfont? À savoir la mise en place donc du dépistage gratuit dans les cabinets de ville médicaux à partir de l'automne, cette grande enquête nationale de santé publique. Est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui, Pierre, ou est-ce que vous voulez d'autres choses encore? Alors, donc sur le dosage de la cadmium, on ne connaît pas les conditions encore. Donc, est-ce que ça va être très restreint? Donc, et voilà, on est un petit peu dans l'incertitude, mais c'est une bonne annonce initiale. Sur l'étude Alban, elle était prévue, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on contrôle l'évolution de la contamination des Français aux métaux, aux pesticides, etc. Et donc, on aura le résultat qu'en 2028. Donc, pas question de rien faire d'ici là. Sur le dosage, sur la valeur limite de cadmium dans les engrais, bon, là, on attend depuis 1 an et demi le décret qui irait dans ce sens. Là, il faut accélérer le mouvement. Mais les autorités comme les agences régionales de santé ont un rôle aussi dans la sensibilisation des populations pour qu'elles informent les Français de modifier leur régime. On l'a vu, hein. Pas d'excès de céréales, favoriser le bio. Le bio, c'est quand même une recommandation officielle de l'État parce que ça réduit votre risque de cancer, notamment de 25%, hein, c'est pas rien. Ça réduit le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires. On ne doit plus taper sur la filière bio. Pourquoi? Parce que il y a une grande méta-analyse de 300 études qui montrent qu'il y a en moyenne évidemment, ça dépend de comment était le sol avant, il y a 48% de moins de cadmium dans le bio. Oui, parce que la filière ne fait pas appel aux engrais phosphatés qu'on évoquait. Alors, elle peut avoir des phosphates, mais c'est pas forcément les mêmes. En général, il y en a moins. On n'est pas zéro, hein. C'est Bien comme sûr. les pesticides, parce que s'il y en a eu dans le sol, il va remonter, même si le sol est passé en bio, hein. Mais en tout cas, 48% de moins, comme 4 fois moins de résidus de pesticides en moyenne. Et aussi, je vous dis, les agences régionales doivent aider à la sensibilisation des populations. Je pense même aux écoles, hein. Si vous faites manger de la purée de pommes de terre tous les jours aux enfants à l'école et des céréales au petit-déj à gogo, ben c'est pas une bonne idée. Donc les pros de santé vont faire leur boulot, mais je pense qu'il faut être aidé aussi par les autorités. Ouais, adopter des petits gestes simples aussi au quotidien, soi-même, en évitant certains aliments plutôt que d'autres, comme vous l'avez dit. Manger plus des produits bio qui nous préservent quand même d'une grande partie de cette exposition. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution aujourd'hui pour dépolluer, entre guillemets, ces sols qui nous nourrissent du cadmium? Alors, sur la dépollution, c'est très compliqué. Il y avait des plantes qui étaient susceptibles de concentrer plus le cadmium. Donc, sur un sol contaminé, on met certaines plantes qu'on ne mange pas, évidemment, qu'on détruit après, qui vont absorber, qui vont sortir le cadmium du sol. Et puis là, j'ai eu le docteur Karenko du CHU de Nice. Il y a des bactéries qui seraient capables, donc là aussi, d'absorber, qu'on détruirait après. Qui serait capable d'absorber. Donc c'est en cours de recherche, hein, tout ça c'est dans la recherche, parce qu'à grande échelle ça peut être compliqué, hein. Mais voilà, il y a cette voie, des bactéries, voire des plantes. Mais pour rappel, déjà, quand on fait venir des engrais, on peut avoir des processus de décadmiation à la fois sur place et peut-être dans nos sols potentiellement contaminés, parce qu'il reste le cadmium, comme je vous l'ai dit, on va en sortir petit à petit. Ces processus qui pourraient être testés, mais on n'est pas encore sur une action à grande échelle. Une autre solution, ça pourrait être aussi de s'approvisionner en engrais ailleurs qu'au Maroc, où le sol est particulièrement riche en cadmium. Évidemment, les engrais où il y en a moins, ben, c'est en Afrique du Sud, c'est en Chine, c'est en Arabie Saoudite, c'est plus compliqué. Donc nous, on n'a rien contre le Maroc, hein, et on voudrait pas que les agriculteurs aient à payer le surcoût. Donc c'est le message que j'avais fait passer. Eh ben, discuter avec eux, aidez-les éventuellement à décontaminer, aider les agriculteurs à absorber un prix éventuellement supérieur, mais en tout cas, faites quelque chose. Voilà, faites quelque chose. Je voudrais juste rassurer les auditeurs de la région Sud qui écoutent cet épisode d'Inspirons en disant que en termes de sites émetteurs et de présence de cadmium dans l'air dans la région Sud, ça va beaucoup mieux, puisque les niveaux de métaux lourds qui ont fait l'objet d'une réglementation comme le cadmium, mais aussi l'arsenic, le nickel et le plomb, sont conformes à la réglementation sur la région, donc inférieurs à la valeur cible de 5 nanogrammes par mètre cube, et qui diminuent chaque année, même si évidemment les concentrations sont un petit peu plus élevées sur la zone administrative de surveillance d'Aix-Marseille, dont fait partie l'Étang-de-Berre que vous avez cité tout à l'heure. Pierre, merci beaucoup. Quelles sont vos prochaines actions? Là, on est sur les plastiques.
Donc, on travaille avec Fondation Tara sur le traité international sur les plastiques. On a vu qu'à Nice, ça n'avait pas beaucoup avancé. Donc, il faut absolument une réduction du volume de production des plastiques. Il y a des pays, notamment producteurs de pétrole, qui sont contre, alors que la France et la majorité des pays du monde sont pour. Je vous donne un exemple. Si nous réduisions la quantité de plastique produit de 40%, eh bien, on retournerait aux millions de tonnes produits en 2015. C'est affolant. De l'explosion de production de plastique qui se retrouve partout et même dans nos cerveaux, puisque on a fait des autopsies où nous avons des plastiques dans le cerveau. Et quand on sait que chaque Français ingurgiterait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine, ça pose quand même de sérieuses questions. Merci beaucoup Pierre Souvet d'avoir été notre invité et d'avoir apporté votre éclairage précieux aux auditeurs d'Inspirons. À bientôt. Et c'est déjà la fin de ce nouvel épisode d'Inspirons. Si vous le découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne podcast Inspirons d'Atmos Une et à le partager massivement autour de vous pour que les sujets de la qualité de l'air et de la santé unique soient diffusés au plus grand nombre. On se donne rendez-vous en juillet pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.